Chapitre 20. Ses yeux ne lui permettaient plus de voir grand-chose. Pris dans une gangue de sang séché et tuméfiée par les coups répétés, elle pouvait à peine les ouvrir. Ses oreilles ne lui étaient pas d'un plus grand secours. Les sons autour d'elle étaient perpétuellement rudes et menaçants. Elle ne sentait plus son corps, qui ne lui semblait plus être qu'une seule et même plaie douloureuse. Shmi s'était recroquevillée sur elle-même, repensant à ces moments d'un lointain passé, lorsque Anakin et elle vivaient leurs conditions d'esclaves à la solde de Watteau. Ce n'était pas une vie facile, mais au moins avait-elle son fils avec elle. Et pour cette raison, elle chérissait ses pensées. Aujourd'hui, sans plus d'espoir de revoir un jour son fils, elle se rendait compte combien il lui avait manqué au cours des 10 dernières années. Pendant toutes ces nuits passées à observer les cieux nocturnes, elle l'avait imaginé volant à travers la galaxie, portant secours aux plus démunis, sauvant des planètes entières des griffes de monstres dévastateurs ou de tyrans malfaisants. Mais elle avait toujours souhaité revoir Anakin un jour. Elle avait toujours imaginé, débarquant à la ferme hydroponique, avec ce sourire espiègle au coin des lèvres, ce sourire qui pouvait illuminer une salle entière. Elle avait songé qu'il la saluerait comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Shmi aimait Klieg et Owen profondément. Klieg avait été son sauveur, son chevalier servant. Owen avait été comme le fils qu'elle avait perdu, toujours attentif, toujours prêt à l'écouter narrer les exploits d'Anakin. Et Shmi avait également appris à connaître, à aimer Beru. Comment pouvait-il en être autrement? Beru était animé de ce mélange si subtil de compassion, de calme et de force intérieure. Mais en dépit de la chance qui lui avait permis d'accueillir ces 3 personnes dans son existence, cette chance qui lui avait permis d'améliorer sa vie d'incroyable façon, Shmi Skywalker avait toujours gardé une place de choix à Anakin dans son cœur. Son fils, son héros. Et aujourd'hui, sentant la fin de son existence approcher, les pensées de Shmi se concentraient sur les souvenirs qu'elle gardait de son fils. En même temps, elle essayait de l'atteindre, d'entrer en contact avec lui, de toucher ses pensées et son cœur. Anakin avait un don très particulier pour ce genre de perception. Il était parfaitement en phase avec cette force si mystérieuse. Les Jedi qui étaient venus sur Tatooine l'avaient bien compris, eux aussi. Alors peut-être qu'Anakin finirait par entendre son appel, par capter son amour. Elle en avait besoin. Il lui fallait boucler la boucle. Il fallait que son fils, en dépit des années et de la grande distance qui le séparait d'elle, comprenne qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer de toute son âme, qu'elle n'avait jamais cessé de penser à lui. Anakin était son réconfort. Dans ses pensées, il lui permettait d'échapper aux souffrances que lui infligeaient les hommes des sables. Chaque jour, il venait la torturer, dardant son corps de la pointe de leur lance, la battant à coups de bâton ou de fouet. Même si elle n'entendait rien à leur langage guttural, Shmi comprenait qu'ils ne semblaient pas animés d'une propension particulière au sadisme. Non, c'était ainsi que les Tusken évaluaient leurs ennemis, et à en juger par les signes de tête et le ton de leur voix, elle comprit que sa résistance les impressionnait. Ils ignoraient cependant que sa résistance était alimentée par tout l'amour d'une mère pour son fils. Sans le souvenir d'Anakin et l'espoir de lui faire comprendre tout l'amour qu'elle éprouvait pour lui, Shmi aurait certainement abandonné la partie depuis longtemps et se serait laissé mourir. Sous la pâle luminosité de la pleine lune, Anakin Skywalker amena le speeder-bike au sommet d'une dune de sable pour observer les vastes étendues désertiques de Tatooine. Pas très loin, en contrebas, il aperçut un campement organisé autour d'une petite oasis. Il sut immédiatement, sans prendre la peine d'identifier l'un des occupants, qu'il s'agissait là d'un camp Tusken. Il perçut la présence de sa mère, là, en bas. Il perçut sa douleur. Il s'approcha du campement silencieusement, étudiant les huttes de paille et de peaux de bête, espérant découvrir des indices qui lui permettraient de deviner les fonctions de chacune d'elles. Un logis particulièrement robuste, édifié en marge du camp, attira son attention. Il semblait être moins entretenu, mais paraissait construit plus solidement que les autres huttes.
Anakin, de plus en plus intrigué, s'approcha encore un peu. Il nota qu'une seule hutte était gardée, surveillée par 2 Tusken flanquant l'entrée. « Oh, maman !» murmura-t-il. Silencieux comme une ombre, le padawan traversa le camp, progressant de hutte en hutte, s'aplatissant contre les murs ou bien à même le sol lorsqu'il lui fallait avancer en terrain découvert. Il gagna petit à petit les abords de la construction où il lui semblait percevoir la présence de sa mère. Il en atteignit enfin le mur et posa ses mains à plat sur la peau de bête lisse qui servait de paroi. Il capta les sensations de douleur émanant d'une personne enfermée à l'intérieur. Un coup d'œil rapide vers l'entrée lui confirma que les 2 gardes Tusken étaient assis à une certaine distance de la porte. Anakin dégaina son sabre laser et l'activa. Il se baissa, dissimulant l'éclat de sa lame du mieux qu'il pouvait. Il plongea le sabre dans la paroi et en découpa le matériau très facilement. Sans prendre le temps de vérifier si un Tusken se trouvait dans la hutte, il rampa à l'intérieur. « Maman !» murmura-t-il encore, sentant ses jambes se dérober sous lui. La pièce était éclairée par des douzaines de chandelles et par un trou dans le toit par lequel tombait la lumière de la lune, baignant le visage de Shmi. Cette dernière était ligotée face à une sorte de râtelier adossé à l'une des parois de la hutte. Ses bras étaient attachés en croix, ses poignets lacérés et ensanglantés par la rudesse des liens, et son visage, lorsqu'elle se tourna légèrement de côté, témoignait de semaines de mauvais traitements. Anakin la libéra rapidement. Il la fit descendre doucement de son poteau de torture et, la prenant dans ses bras, la déposa délicatement sur le sol. « Maman, maman, maman !» chuchota-t-il doucement. Anakin sut qu'elle était toujours vivante, même si elle ne réagit pas immédiatement à sa supplique, se laissant couler à terre comme un poids mort. Il sentit sa présence dans la force, mais il ne s'agissait que d'une sensation ténue, terriblement ténue. Il prit sa tête entre ses mains et répéta doucement son nom encore et encore. Finalement, les paupières de Shmi s'entr'ouvrirent péniblement au milieu des ecchymoses et du sang séché. « Annie !» murmura-t-elle. Il entendit un sifflement dans sa voix quand elle essaya de parler et comprit que plusieurs de ses côtes devaient être fracturées. « Annie, c'est toi ?» Graduellement, ses yeux se fixèrent sur lui et le jeune homme vit un mince sourire reconnaissant se dessiner au milieu de son visage tuméfié. « Je suis là, maman, » lui dit-il. « Tu es sauvée maintenant. Tiens bon, je vais te faire sortir d'ici. »« Anakin, Anakin !» répéta Shmi tout en penchant la tête, comme elle l'avait fait si souvent pour le regarder, attendri et amusé au temps où il était encore enfant. « Comme tu es beau !»« Garde tes forces, maman, » dit-il pour essayer de la calmer. « Il faut qu'on dégage d'ici. »« Mon fils !» reprit Shmi d'un ton qui donna l'impression à Anakin qu'elle ne se trouvait pas dans le même lieu que lui. « Mon fils a grandi. Je savais que tu reviendrais me chercher. Je l'ai toujours su. » Anakin tenta à nouveau de lui dire de se tenir tranquille afin d'économiser son énergie, mais les mots ne réussirent pas à sortir de sa bouche. « Je suis si fier de toi, Anakin. Si fier. Tu m'as tellement manqué. »« Tu m'as beaucoup manqué aussi, maman. On parlera de tout ça plus tard. »« Maintenant, je suis heureuse, » annonça alors Shmi. Elle regarda vers le haut, par-delà le visage d'Anakin, par-delà le puits du plafond, vers la lune étincelante. Tout au fond de lui, Anakin comprit. « Reste avec moi, maman, » la supplia-t-il, essayant de toutes ses forces de dissimuler le désespoir qui teintait sa voix. « Je vais t'aider à guérir. Tout va aller très bien. »« Je t'aime, » commença Shmi. Et puis elle se raidit. Anakin vit les dernières lueurs de vie quitter ses yeux. Il eut du mal à reprendre son souffle. Les yeux écarquillés, incrédule, il souleva Shmi, la serra contre sa poitrine, puis il la berça pendant un long moment. Non,
Elle ne pouvait pas être partie. Elle ne le pouvait pas. Il s'écarta d'elle et la regarda droit dans les yeux, la suppliant silencieusement de lui répondre. Mais la lueur était partie. Les yeux étaient vides, dépourvus de vie. Il la serra pour la bercer à nouveau. Puis il la déposa à terre et lui ferma les yeux. Anakin ne savait plus quoi faire. Il resta assis, immobile, à contempler le corps de sa mère, puis il releva la tête et ses yeux bleus se mirent à bouillir de haine et de colère. Il se remémora tous les événements récents, se demandant s'il aurait pu agir différemment et mieux pour sauver la vie de Shmi. En fait, il n'aurait jamais dû la quitter, se dit-il. Il n'aurait jamais dû laisser Qui-Gon l'emmener, lui, de Tatooine, en laissant Shmi derrière eux. Elle venait de dire qu'elle était fière de lui, mais comment pouvait-il mériter cette fierté alors qu'il avait été incapable de la sauver? Certes, il voulait que Shmi soit fier. Il voulait raconter à sa mère tout ce qui lui était arrivé, son entraînement Jedi, tout le formidable travail qu'il avait déjà accompli, et plus que tout, il souhaitait lui parler de Padmé. Oh, comme il aurait voulu que sa mère fasse un peu mieux connaissance avec Padmé. Elle l'aurait tant aimé. Comment en aurait-il été possible autrement? Et Padmé l'aurait tant aimé en retour. Que faire à présent? Les minutes s'égrenèrent, une à une. Anakin restait assis, figé dans son trouble, dans sa rage en pleine ébullition, immobilisé par la plus grande sensation de vide qu'il eût jamais connue. Lorsque les lueurs de l'aube commencèrent à illuminer l'intérieur de la tente, lorsque le jour sembla balayer les dernières flammes des chandelles presque complètement consumées, Anakin se souvint de l'endroit où il se trouvait. Il regarda tout autour de lui, se demandant comment il parviendrait à emmener le corps de sa mère loin d'ici, car il n'avait aucunement l'intention de l'abandonner aux pillards toscaines. Il ne parvint pas à faire un geste. Tout lui semblait si vain, comme une suite de sentiments sans signification. La rage, qui grondait au plus profond de lui, pour avoir perdu la seule personne qu'il n'aurait jamais dû abandonner, c'était tout ce qu'il pouvait ressentir en cet instant. Une voix dans sa tête le suppliait de ne pas s'abandonner à cette colère, que c'était là le plus sûr moyen de basculer vers le côté obscur. Puis il regarda Shmi, étendu devant lui, si immobile, si paisible, mais portant les marques criantes de toutes les tortures infligées à son pauvre corps. Le padawan Jedi se leva, décrocha son sabre laser de sa ceinture et avança d'un pas décidé vers la porte. Les deux gardes Tusken poussèrent un grognement, levèrent leurs armes et foncèrent sur lui. La lame bleue étincelante en un tourbillon de lumière meurtrière de la gauche vers la droite les terrassa tous les deux. Mais la rage d'Anakin était loin d'être apaisée. Plongé au plus profond de ses méditations, scrutant le côté obscur, Maître Yoda perçut soudainement une décharge de colère brute, une vague de furie dépassant tout contrôle. Les yeux du petit maître s'ouvrirent brusquement sous la violence de la sensation. Et soudain, Yoda entendit une voix familière qui criait « Non, Anakin, non, ne fais pas cela !» Qui-Gon. Yoda comprit que c'était Qui-Gon. Mais Qui-Gon était mort, il ne faisait plus qu'un avec la force. À ce stade, tout état de conscience, tout état de perception de soi était impossible. Personne ne pouvait parler ainsi par-delà la mort. Mais Yoda avait bien entendu l'appel spectral, et au cours de sa séance de méditation profonde, ses pensées étaient restées aussi alertes, aussi précises qu'à l'habitude. Le maître Jedi savait qu'il ne s'était pas trompé. Il voulut se concentrer sur ce point, essayer de pister l'appel jusqu'à sa source naturelle, mais il n'y parvint pas, submergé par cette soudaine décharge de colère et de puissance. Il poussa un grognement et se courba en deux. Il sortit de sa transe. La porte s'ouvrit et Mace Windu fit irruption dans la pièce. « Que se passe-t-il » demanda Mace. « Douleur, souffrance, mort. Quelque chose de terrible est arrivé, je crains. Le jeune Skywalker souffre. Il souffre énormément. » Il s'abstint de faire part à Mace du reste de son expérience, de lui expliquer que l'agonie soudaine d'Anakin, en se manifestant dans la Force, avait réveillé l'esprit du maître Jedi qu'il avait découvert.
Trop de choses s'étaient produites simultanément. Cette voix si familière, dépourvue d'enveloppe corporelle, résonnait toujours dans les pensées de Yoda. Ce dernier comprit qu'il ne s'était pas trompé, pour peu qu'il ait bien compris ce qu'il était certain d'avoir entendu. Anakin, lui aussi, avait entendu la voix de Qui-Gon, l'implorant de ne pas céder, de ne pas laisser la rage le gagner. Mais il ne l'avait pas reconnu, rendu sourd par sa douleur et sa colère. Il repéra une femme tusken sur le côté, face à une autre hutte. Elle transportait une outre remplie d'eau sale. Il repéra un enfant tusken, debout dans l'ombre d'un autre abri, le dévisageant, l'air incrédule. Il se mit en mouvement, à peine conscient de ses propres gestes. Il courut et sa lame fendit l'air. La Tusken poussa un hurlement et se retrouva empalée sur le sabre de lumière. Le campement céda à la panique et des Tuskens jaillirent des nombreuses tentes, l'arme au poing. Trop tard. Anakin avait déjà entrepris sa danse de mort, ne faisant plus qu'un avec l'énergie de la force. Il fit un bond très haut par-dessus une hutte et retomba devant une autre habitation. Sa lame bourdonna avant même qu'il touche le sol, avant même que le couple de Tusken qu'il avait pris pour cible puisse comprendre que l'heure de mourir était venue. Un troisième homme des sables chargea Anakin avec une lance. Le jeune homme leva sa main vide et projeta une onde de la force aussi solide que la pierre. Puis il fit fouetter sa main dans l'air et le Tusken exécuta un vol plané de plus de 30 mètres avant d'aller s'écraser contre la paroi d'une autre hutte. Anakin reprit aussitôt sa course, bondissant de plus belle, faisant tournoyer sa lame de droite à gauche dans un flou étincelant, faisant mouche à chaque coup, tranchant de part en part, envoyant voler au loin les membres et les têtes des hommes des sables. Bientôt plus un seul pillard n'osa s'interposer. Tous prirent la fuite. Mais Anakin n'avait pas l'intention d'en rester là. Il vit un groupe de Tusken se précipiter vers une hutte afin de s'y terrer. Le jeune homme posa les yeux sur un énorme rocher qui se trouvait non loin de là. Il le souleva par la seule puissance de son esprit et l'envoya voler à travers la plaine, balayant au passage les Tusken qui se trouvaient sur sa trajectoire. Le rocher retomba sur la hutte, écrasant tous ses occupants. Il reprit sa course effrénée. Ses foulées décuplées par la force lui permirent de rattraper les fuyards qu'il massacra un à un. Il ne ressentait plus cette impression de vide à présent. Celle-ci avait été rapidement remplacée par une décharge d'énergie et de puissance dépassant tout ce qu'il avait déjà connu. Il se sentit investi par la force, investi par la puissance, investi par la vie. Soudainement, tout fut terminé. Anakin resta debout au milieu des ruines fumantes du campement. Des douzaines et des douzaines de Tusken gisaient, morts, éparpillés autour de lui. Une seule hutte était encore debout. Il rangea son sabre laser, marcha jusqu'à la hutte en question et, aussi délicatement que respectueusement, saisit le corps de sa mère entre ses bras. Chapitre 21. Voilà, déclara Padmé en hissant C3PO hors du bain d'huile. Elle dut se retenir de rire car elle venait juste, par inadvertance, de laisser tomber le droïde trop profondément dans le bassin. Il avait alors agité ses bras dans tous les sens, criant qu'il était devenu aveugle. Padmé le fit redescendre sur le bord du bain et s'empara d'un chiffon pour lui essuyer les yeux. Ceci fait, elle aida C3PO à mettre pied à terre et décrocha le système de treuillage. « Ça va mieux » demanda-t-elle. « Oh, beaucoup mieux, mademoiselle Padmé » dit C3PO en faisant de grands gestes, visiblement très satisfait. « Ça ne te démange plus » s'enquit la jeune femme inspectant son travail. « Ça ne me démange plus » lui confirma le droïde. « Parfait » déclara-t-elle en souriant. Mais son sourire s'estompa lorsqu'elle se dit qu'elle avait terminé. Le bain donné au droïde lui avait permis d'oublier un moment les terreurs qu'il avait tentées au cours des dernières heures, remarquant à peine que le soleil s'était levé. Et à présent, la peur qu'elle éprouvait pour Anakin revenait la tourmenter. Les moyens de détourner son attention commençaient à lui manquer. « Oh, mademoiselle Padmé, merci, merci » dit C3PO. Il s'avançait vers elle, écartant les bras, prêt à la serrer contre sa poitrine.
Mais il s'interrompit et fit brusquement un pas en arrière comme s'il avait soudainement pris conscience du manquement au protocole que son geste impliquait, et du fait qu'il ruisselait d'huile de vidange. Merci, dit-il à nouveau d'un ton beaucoup plus digne. Merci beaucoup. Owen Lars entra dans le garage. Oh, c'est donc là que vous étiez, dit-il à Padmé. On vous a cherché partout. Je n'ai pas bougé d'ici, je donnais un bain d'huile bien mérité à ces 3 PO. Eh bien, cher Padmé, commença Owen. La jeune femme se tourna vers lui et constata qu'il souriait de toutes ses dents. J'ai l'intention de rendre ce droïde à Anakin. Je sais que c'est ce que maman aurait voulu. Padmé sourit en hochant la tête. Il est de retour! Il est de retour! Appela Beru depuis la cour devant le garage. Les sourires des 2 jeunes gens s'évanouirent. Padmé et Owen se précipitèrent à l'extérieur. Ils rejoignirent Beru. Bientôt, Klig en fit de même, sa chaise flottante heurtant et éraflant les meubles et les cadres de la porte lorsqu'il sortit de la maison. « Où ça ?» demanda Padmé. Beru indiqua un point dans le désert. Padmé plissa les yeux et leva une main pour se protéger des rayons du soleil. Elle repéra finalement la petite tache noire qui fonçait vers eux et qui devait être Anakin. Lorsque la tache se transforma en une silhouette mieux discernable, la jeune femme remarqua qu'Anakin n'était pas seul. Quelqu'un était attaché à l'arrière du speederbike. « Oh, Shmi !» dit Klig Lars dans un souffle. Il se mit à trembler. Beru renifla et lutta pour s'empêcher de sangloter. Owen, qui se tenait à côté d'elle, passa une main autour de ses épaules. Quand Padmé se tourna vers eux, elle sentit qu'une larme était en train de couler le long de sa joue. Anakin pénétra dans la propriété quelques instants plus tard et s'arrêta pile devant le groupe pétrifié. Sans un mot, il mit pied à terre et entreprit de détacher le cadavre de sa mère. Il la souleva délicatement dans ses bras, il marcha jusqu'à Klig et marqua une pause devant lui. Les 2 hommes partagèrent ce bref moment de douleur silencieuse. Et puis, toujours sans parler, Anakin entra dans la maison. Pendant tout ce temps, ce qui frappa le plus Padmé fut l'expression qui se dessinait sur le visage d'Anakin. Une expression que la jeune femme n'avait jamais remarquée auparavant chez le Padawan. Un mélange de colère, de tristesse, de culpabilité, de résignation et même de défaite. Elle comprit qu'Anakin allait avoir besoin d'elle. Et vite. Mais elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle pourrait faire pour lui. Dans la ferme des Lars, le silence régna pendant le restant de la journée. Chacun vaqua à ses propres tâches, n'importe quelle tâche, essayant visiblement de retarder ce moment où la douleur et les sanglots reprendraient le dessus. Un moment, tous le savaient bien, qui finirait inévitablement par se produire. S'affairant à préparer à manger pour Anakin, Padmé fut surprise lorsque Beru s'approcha pour l'aider, encore plus surprise quand la jeune femme entama la conversation. « C'est comment chez toi ?» demanda Beru. Padmé se tourna vers elle et la regarda avec curiosité. « Je te demande pardon ? Sur Naboo ? C'est comment ?» Padmé eut du mal à décrypter la question car ses pensées étaient trop concentrées sur Anakin. Il lui fallut un long moment pour se décider à répondre, mais elle réussit finalement à prendre la parole. « Oh, c'est très vert. Il y a beaucoup d'eau avec des arbres et des plantes partout, tu vois ? Pas comme ici. » Elle détourna prestement les yeux en finissant sa phrase, comprenant qu'elle avait été un peu fort. Tout ce qu'elle voulait, c'était se retrouver seule avec Anakin. Elle commença donc à préparer une assiette sur un plateau. « Je me plais bien ici, moi, » remarqua Beru. « Peut-être que tu pourrais venir voir Naboo un de ces jours, » dit Padmé par politesse. « Non, je ne crois pas, » répondit Beru très sérieuse. « Je n'aime pas beaucoup voyager. » Padmé ramassa son plateau, s'apprêtant à quitter la cuisine. « Merci, Beru, » dit-elle en essayant de sourire du mieux qu'elle pouvait. Elle trouva Anakin, debout face à un établi dans le garage, en train de travailler sur une pièce du speederbike. « Je t'ai apporté à manger. » Anakin la regarda et revint immédiatement à son travail. Elle nota qu'il forçait chacun de ses gestes, visiblement frustré, visiblement incapable de se concentrer sur sa tâche. « L'embrayage a cassé, » expliqua-t-il d'un ton un peu trop insistant.
La vie paraît bien plus simple quand tu dois réparer des choses. Je suis plutôt doué pour ça. Je l'ai toujours été. Mais je... Finalement, il lança rageusement son outil sur l'établi et resta debout, la tête inclinée. Padmé comprit qu'il était sur le point de craquer. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle meure? Lâcha-t-il dans un souffle. La jeune femme déposa son plateau sur le plan de travail, passa derrière lui, glissa ses bras autour de sa taille et appuya sa tête contre son dos. Pourquoi ne suis-je pas arrivé à la sauver? Je sais que j'aurais pu le faire. Anakin, tu as essayé, dit-elle en le serrant un peu plus. Il y a des fois où il est impossible de réparer certaines choses. Tu n'es pas tout puissant. Il se raidit en entendant ces mots et s'écarta soudainement d'elle. Elle réalisa qu'il était en colère. « Mais je devrais l'être, » gronda-t-il. Puis il la regarda droit dans les yeux. Son visage n'était plus qu'un masque de farouche détermination. « Un jour je le saurai. Anakin, ne dis pas des choses pareilles. » dit Padmé effrayée. Mais il ne l'écoutait pas. « Je serai le plus puissant de tous les Jedi, » reprit-il. « Je te le promets. Je ferai tout pour apprendre comment on peut empêcher les gens de mourir. » Anakin, tout ça c'est de la faute d'Obi-Wan. Il traversa la pièce puis revint jusqu'à l'établi et tapa du poing sur le plan de travail, manquant de faire tomber l'assiette de nourriture. « C'est lui qui m'a écarté de tout ça. » « Pour te demander de me protéger, » dit-elle calmement. « J'aurais dû partir avec lui pour traquer les assassins. Je les aurais capturés depuis longtemps. J'aurais eu le temps de revenir jusqu'ici et ma mère serait toujours en vie. » « Tu ne peux pas savoir. Il est jaloux de moi !» tonna Anakin, ne prêtant aucune attention à Padmé. Elle comprit qu'en fait, il ne lui parlait pas. Toute cette diatribe, il ne la formulait que pour lui-même, et la jeune femme n'en croyait pas ses oreilles. « C'est lui qui m'a écarté, parce qu'il sait parfaitement que je suis bien plus puissant que lui. Il m'empêche de progresser. » Il termina sa phrase en ramassant la clé à molette qui gisait sur l'établi et la lança à travers le garage. Elle rebondit sur le mur du fond et retomba bruyamment au milieu des pièces détachées. « Anakin, qu'est-ce qui ne va pas ?» fit Padmé assez fort pour enfin attirer son attention. « Mais je viens de te le dire. »« Non !» rétorqua Padmé, hurlant à son tour. « Non! Qu'est-ce qui ne va vraiment pas ?» Anakin se contenta de la dévisager longuement. Elle comprit qu'elle venait de toucher une corde sensible. « Je sais que tu souffres, Anakin. Mais il y a autre chose. Dis-moi ce qui ne va pas. » Il la regarda. « Annie !» Le corps du jeune homme sembla soudainement s'affaisser, se recroqueviller. « Je les ai tués, » admit-il. Si Padmé n'avait pas eu le réflexe de courir vers lui pour le serrer entre ses bras, il aurait certainement défailli. « Je les ai tous tués, » reprit-il. « Ils sont morts, tous, sans exception. » Il la regarda alors, et il sembla à la jeune femme que son attention revenait d'un lieu lointain, très lointain. « Tu les as combattus, » commença-t-elle. Il secoua la tête. « Non, pas que les hommes, » reprit-il. « Chez les Tusken, seuls les hommes sont des guerriers. Pas que les hommes, les femmes et les enfants aussi. » Son visage se tordit de douleur, partagée entre la colère et la culpabilité. « Ce sont des animaux !» tonna-t-il brusquement. « Et je les ai massacrés comme des animaux. Je les déteste, tous !» Padmé recula un peu, trop stupéfaite pour répondre quoi que ce soit. Elle savait qu'Anakin attendait d'elle un geste ou une parole, mais elle était complètement paralysée. Il ne la regardait même plus, ses yeux étaient perdus à observer le vide. Puis il baissa la tête et se mit à pleurer, ses puissantes épaules sursautant à chacun de ses sanglots. Padmé l'attira vers elle et le serra fort, souhaitant ne plus s'en séparer, ne sachant cependant toujours pas quoi lui dire. « Pourquoi faut-il que je les déteste ?» lui demanda Anakin. « Est-ce que tu les détestes eux, ou bien est-ce que tu détestes ce qu'ils ont fait à ta mère ?»« Je les déteste !» insista-t-il. « Ils ont mérité ta colère, Anakin. » Il
releva la tête vers elle, les yeux chargés de larmes. Mais c'était plus que de la colère, commença-t-il avant de secouer la tête et d'enfouir son visage contre la poitrine de la jeune femme. Quelques instants plus tard, il se redressa, déterminé à expliquer. Je n'ai pas pu. Il tendit le bras et serra le poing. Je n'ai pas pu me contrôler, admit-il. Je ne veux pas les détester. Je sais bien qu'il ne faut pas succomber à la haine, mais je ne peux pas leur pardonner. Se mettre en colère est humain, Anakin, lui assura Padmé. Contrôler sa colère, c'est être un Jedi, répondit prestement Anakin. Il s'écarta d'elle, se redressa et se tourna vers la porte ouverte pour observer le désert. Padmé vint se poster à côté de lui. Elle passa un bras autour de sa taille. « Chut !» dit-elle doucement en l'embrassant gentiment sur la joue. « Tu es humain. »« Non, je suis un Jedi. Je sais que je suis bien meilleur que ça. » Il la regarda droit dans les yeux et secoua la tête. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. »« Tu es comme tout le monde, » dit Padmé, essayant de l'attirer un peu plus à elle. Mais Anakin se raidit, préférant visiblement conserver ses distances. Sa résolution ne dura pas bien longtemps et il éclata de nouveau en sanglots. Padmé le serra dans ses bras et le berça doucement, lui assurant que tout irait bien. Obi-Wan Kenobi s'installa dans le fauteuil de son chasseur stellaire et secoua la tête sous le coup de la frustration. Il lui avait fallu un long moment pour ressortir sain et sauf de la ville-usine. Lorsqu'il avait enfin regagné son appareil, il avait pourtant cru que l'aventure était terminée, mais il se trompait. « L'émetteur fonctionne », annonça-t-il à R4. Le droïde sifflota son acquiescement. « Mais nous ne recevons pas de réponse. Nous sommes trop loin de Coruscant. » Il se tourna dans le cockpit pour faire face au droïde. « Tu peux amplifier le signal ?» Les gargouilles électroniques de son astromécano ne lui offrirent rien de bien réconfortant. « D'accord, on va essayer autre chose. » Obi-Wan regarda tout autour de lui à la recherche d'une solution. Il ne voulait pas décoller de la planète et risquer d'être détecté. Si loin dans la galaxie, coincé par l'atmosphère métallique de Geonosis, il n'aurait aucune chance de contacter Coruscant. « Naboo, c'est plus près, » dit-il soudainement. R4 émit un petit cliquetis. Peut-être qu'on pourrait contacter Anakin pour lui demander de relayer le signal, non? R4 lui répondit avec enthousiasme et Obi-Wan s'extirpa du cockpit afin de modifier son message à l'attention d'Anakin. Quelques instants plus tard, cependant, le droïde lui annonça que quelque chose n'allait pas. Poussant un grognement frustré, Obi-Wan remonta à bord de son engin. « Comment cela, il n'est pas sur Naboo ?» demanda-t-il. R4 poussa un gémissement plaintif. Plutôt que de discuter avec le droïde, Obi-Wan vérifia lui-même les instruments de bord. Effectivement, le signal d'Anakin avait disparu du secteur de Naboo. « Anakin! Anakin, est-ce que tu me reçois? Ici Obi-Wan Kenobi !» cria-t-il, levant le micro devant ses lèvres et braquant le signal vers Naboo. Au bout d'un long moment, n'ayant pas reçu de réponse, le Jedi reposa son comlink et se tourna vers R4. « Il n'est plus sur Naboo, R4. Je vais essayer d'étendre les recherches. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. » Il se rassit dans son siège et les minutes s'écoulèrent. Il savait pertinemment qu'il était en train de perdre un temps précieux, mais ses options étaient fort limitées. Il ne pouvait pas retourner vers la ville et prendre le risque de se faire capturer. Les informations qu'il détenait étaient bien trop vitales pour ne pas être au plus tôt relayées vers le Conseil Jedi. Il ne voulait pas non plus décoller pour les mêmes raisons. Il y avait encore certainement beaucoup de choses à apprendre sur cette planète. Il attendit. Quelque temps plus tard, R4 sifflota avec insistance. Obi-Wan se pencha sur sa console et écarquilla les yeux en décryptant les lignes de code. « Oui, c'est bien le signal de repérage d'Anakin, tu as raison. Mais il provient de Tatooine. Qu'est-ce qu'il fiche là-bas? Je lui ai pourtant ordonné de ne pas quitter Naboo. » R4 poussa un autre gémissement. « D'accord, je suis prêt. On tentera de répondre à cette question plus tard. » Il descendit de son appareil et sauta à terre. « Paré à transmettre, R4. Nous n'avons plus beaucoup de temps. »
Le droïde relaya le message et obtint en réponse une série de cliquetis et de sifflements. Ceux-ci n'appartenaient pas au langage habituel du R4P, mais à un autre droïde qu'Obi-Wan connaissait bien. R2, c'est toi? Génial. Est-ce que tu me reçois bien? Le sifflement fut affirmatif. Enregistre ce message et transmets-le au Jedi Skywalker, ordonna-t-il au droïde. Un autre sifflement affirmatif. Anakin, mon émetteur longue portée est inopérant. Occupe-toi de relayer ce message jusqu'à Coruscant. Le Jedi commença alors son rapport. Il ignorait que les Géonosiens avaient capté son appel et repéré par triangulation la position de son chasseur stellaire. Trop absorbé par sa tâche, il ne remarqua pas l'arrivée des droïdes Écasses puissamment armés. Les droïdes se déployèrent en position d'attaque. Même les deux étincelants soleils de Tatooine ne parvenaient pas à égayer la sinistre ambiance, la grisaille tangible qui planait dans l'air autour de la nouvelle sépulture creusée juste à l'extérieur de la ferme des Lars. Deux vieilles pierres tombales marquaient le sol tout près de la nouvelle, en un poignant témoignage de la rudesse de l'existence sur Tatooine. Ils étaient réunis, tous les 5, Cliegg, Anakin, Padmé, Owen et Beru, en compagnie de C3PO pour rendre un dernier hommage à Shmi. Je sais que, où que tu sois, tu as trouvé un monde meilleur, dit Cliegg Lars. Il prit une poignée de sable et la lança sur la tombe. Tu as été la compagne la plus aimante qu'un homme puisse jamais espérer. Adieu, ma très chère épouse. Et merci. Il jeta un rapide coup d'œil vers Anakin, puis baissa la tête pour tenter de dissimuler ses larmes. Anakin fit un pas en avant et s'agenouilla devant la stèle. Il ramassa une poignée de sable qu'il laissa couler entre ses doigts. « Je n'ai pas été assez fort pour te sauver, maman, » dit le jeune homme, se sentant soudainement redevenir un petit garçon. Ses épaules se soulevèrent et s'abaissèrent une ou deux fois. « Je n'ai pas été assez fort. Mais je fais la promesse que cela ne se reproduira plus. » Son souffle se fit plus court, plus rapide. Il sentit une nouvelle vague de tristesse le submerger et manqua de vaciller. Mais le jeune padawan bomba le torse et se releva arborant un air déterminé. « Tu me manques tellement. » Padmé s'approcha et posa une main sur l'épaule d'Anakin. Le groupe demeura un long moment silencieux autour de la tombe. Le recueillement fut alors interrompu par une série de sifflements impatients. Ils se tournèrent pour apercevoir R2-D2 qui roulait à leur rencontre. « R2, mais qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Padmé. Le droïde répondit en sifflant de façon frénétique. « Il semblerait qu'il soit porteur d'un message émis par un certain Obi-Wan Kenobi. » Traduisit prestement C3PO. « Ça vous dit quelque chose, messire Anakin ?» « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Anakin en se raidissant. R2 poussa quelques gargouilles électroniques. « Retransmettre ?» demanda Anakin. « Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Après un bref coup d'œil à Cliegg et aux deux autres, Anakin, Padmé et C3PO suivirent le droïde astromécano jusqu'au vaisseau Naboo. À peine était-il monté à bord que R2 pivota sur lui-même, siffla et projeta une image tridimensionnelle d'Obi-Wan Kenobi sur le sol juste devant lui. « Anakin, mon émetteur longue portée est inopérant, » expliqua l'hologramme du Jedi. « Occupe-toi de relayer ce message jusqu'à Coruscant. » R2 interrompit la projection et l'image d'Obi-Wan se figea. Anakin regarda Padmé. « Relayons cela au Conseil Jedi. » Padmé s'approcha d'une console et appuya sur un bouton. Elle attendit quelques instants, le temps de s'assurer que le signal était clair, puis hocha la tête. Anakin se tourna à nouveau vers R2-D2. « Vas-y, R2. » Le droïde sifflota et l'hologramme d'Obi-Wan se mit à nouveau en mouvement. « J'ai suivi la piste du chasseur de primes Jango Fett jusqu'aux usines de droïdes de Geonosis. La Fédération du Commerce est en train d'y prendre livraison d'une nouvelle armée et il est clair que le vice-roi Nut Gunray se cache derrière les tentatives d'assassinat sur la sénatrice Amidala. » Anakin et Padmé échangèrent un coup d'œil. Aucun d'entre eux ne parut surpris d'entendre cette information.
La jeune politicienne repensa à son entretien avec Panaka et Taifo sur Naboo, avant même son voyage pour Coruscant, au cours duquel elle s'était fait passer pour l'une des escortes du vaisseau condamné. La Guilde du commerce et l'Alliance Intercorporation ont offert leurs propres armées au comte Dooku. Ils ont l'intention de former une... L'hologramme fit volte-face. Non, attendez, je n'ai... Padmé et Anakin se figèrent en apercevant des droïdes écasses pénétrer dans le champ tridimensionnel. L'un d'eux se jeta sur le chevalier et le maîtrisa. L'hologramme fut alors parcouru de parasites et disparut totalement. Anakin bondit sur ses pieds et courut vers R2D2. Il s'interrompit en plein mouvement, soudain conscient du fait qu'il ne pouvait rien faire de plus. Sur Coruscant, à l'autre bout de la galaxie, Yoda, Mace Windu et les autres membres du Conseil Jedi regardèrent une nouvelle fois le message holographique partagé entre l'impatience et la tristesse. « Il est vivant », déclara Yoda. « Je sens sa présence dans la Force. » « Mais ils l'ont emprisonné, » intervint Mace. « Et j'ai l'impression que nous plongeons dans un tourbillon de plus en plus dangereux. » « Il se passe plus de choses sur Geonosis que ce que nous savons déjà, je ressens. »« Je suis d'accord, » déclara Mace. « Nous ne pouvons pas rester assis à ne rien faire. » Il regarda Yoda, comme tous les autres membres de l'Assemblée. Le petit maître Jedi ferma les yeux, parut soudain très éprouvé, comme blessé par ce qui était en train de se passer. « Le côté obscur, je perçois, » dit-il. « Embrumé, tout est. » Mace hocha la tête et adressa un regard sinistre à ses confrères. « Rassemblement !» ordonna-t-il. Un commandement qui n'avait pas été prononcé au sein du Conseil Jedi depuis de nombreuses, très nombreuses années. « Nous allons nous occuper du comte Dooku », annonça Mace à Anakin par l'intermédiaire de son communicateur. « Pour toi, ce qu'il y a de plus important, c'est de rester où tu es, Anakin. Protège la sénatrice à tout prix, c'est ta priorité. »« Bien compris, maître, » répondit Anakin. Son ton plein de résignation et de défaite stupéfia Padmé. La farouche jeune femme sentit son estomac se révulser à l'idée qu'Anakin serait obligé de rester là, à la surveiller, alors que son maître courait un grave danger. Lorsque l'hologramme de Mace eut disparu, elle alla jusqu'à la console de pilotage du vaisseau. Elle activa des commutateurs et vérifia des coordonnées sur son écran, ce qui lui confirma ce qu'elle savait déjà. « Ils vont devoir traverser plus de la moitié de la galaxie, » dit-elle se tournant vers Anakin, qui ne semblait guère plus préoccupé que cela. « Ils n'arriveront jamais à temps pour le sauver. » Toujours pas de réponse. « Écoute, Geonosis se trouve à moins d'1 parsec d'ici, » annonça Padmé en appuyant sur un bouton afin d'afficher la trajectoire stellaire sur son écran de contrôle. « Anakin ! Tu l'as bien entendu, non ? Ils n'auront jamais le temps de venir depuis Coruscant pour le sauver, » répéta la jeune femme en élevant le ton. Elle commença à appuyer sur d'autres boutons de la console, entamant ainsi le préchauffage des moteurs. Anakin vint poser sa main sur la sienne pour interrompre son geste. « Pour peu qu'il soit toujours vivant, » dit le jeune Jedi d'un ton sinistre. Padmé lui adressa un regard très dur. Il tourna les talons et s'éloigna. « Anakin, qu'est-ce que tu as l'intention de faire ? Rester ici à attendre qu'il meure ?» cria-t-elle. Elle se lança à sa poursuite sur la passerelle du vaisseau pour le retenir par le bras. « C'est ton ami, ton mentor. »« Oui, il est même comme un père pour moi, » rétorqua Anakin. « Mais tu as entendu Maître Windu. Il m'a donné l'ordre de ne pas bouger d'ici. » Padmé comprit ce qui était en train d'arriver. Anakin doutait de lui-même. Il éprouvait les remords de l'échec car il avait été incapable de sauver sa propre mère. Peut-être que, pour la première fois de sa vie, il ne faisait plus confiance à sa voix intérieure, à son instinct. Padmé se devait de trouver un moyen de faire basculer les choses, et vite. Autant pour Anakin que pour Obi-Wan. S'ils restaient tous deux ici à ne rien faire, Padmé savait qu'elle perdrait 2 amis. Obi-Wan succomberait aux Géonosiens et Anakin à sa propre culpabilité. « Il t'a donné l'ordre de rester ici dans le seul but de me protéger, non ?» avança Padmé avec un petit sourire en coin, espérant rappeler au jeune homme qu'il avait tout bonnement désobéi à l'ordre précédent, lui demandant de rester sur Naboo.
Elle s'écarta de lui et retourna à la console. Elle bascula quelques commutateurs et les propulseurs se mirent à rugir. « Padmé, il t'a donné l'ordre de me protéger, dit-elle à nouveau. Et moi, je pars à la rescousse d'Obi-Wan. Si tu veux continuer à me protéger, tu as intérêt à être du voyage. » Anakin la dévisagea quelques instants. Elle le regarda droit dans les yeux, la tête légèrement penchée de côté, les cheveux défaits tombant en cascade sur son visage. Rien ne pouvait occulter cet éclat de détermination. Anakin fut alors conscient qu'il s'apprêtait à agir en contradiction des ordres de Mace Windu. Et peu importaient les justifications que Padmé lui avait fournies. Il savait parfaitement qu'il ne s'agissait pas là de ce qu'on attendait de lui en tant que Padawan Jedi. Mais depuis quand était-ce un problème? Alliant sa détermination à celle de la jeune femme, il marcha jusqu'à la console. Quelques instants plus tard, le vaisseau spatial Naboo s'élevait en grondant dans les cieux de Tatooine. Chapitre 22. La beauté paisible de la résidence de la République, avec ses fontaines et ses bassins, ses colonnes crénelées et ses multiples statues, contrastait avec l'agitation qui régnait dans ses couloirs. L'information avait été transmise. D'abord d'Obi-Wan à Yoda et aux membres du Conseil Jedi, puis au chancelier et aux divers chefs politiques du Sénat. La République était en train de trembler sur ses bases. L'ambiance, dans le bureau du chancelier Palpatine, était à la fois sinistre et frénétique. Tous semblaient tout à la fois submergés par le désespoir, animés d'une volonté d'agir et apparemment frustrés par le manque évident d'options. Yoda, Mace Windu et Ki-Adi-Mundi, représentants des Jedi, arboraient un air presque calme face à l'énergie nerveuse des sénateurs Bail Organa et Ask Aak, ainsi que du représentant Jar Jar Binks. Derrière sa grande table de travail, Palpatine les écouta les uns après les autres, l'air fort triste. Son assistant, Mas Amedda, qui se tenait debout à ses côtés, paraissait au bord des larmes. Un lourd silence tomba sur l'assistance après que Mace Windu eut terminé son rapport concernant ce qui se tramait sur Geonosis. Yoda, appuyé sur sa petite canne, leva les yeux vers Bail Organa, un homme compétent, toujours digne de confiance, et hocha la tête. Comprenant cela comme un signal, le sénateur d'Alderaan entama la discussion. « La guilde du commerce se prépare à la guerre, dit-il. D'après le rapport du Jedi Obi-Wan Kenobi, il n'y a aucun doute là-dessus. »« Si ce rapport est exact, répondit le fougueux Ask Aak. Il l'est, sénateur, lui assura Mace Windu. Ask Aak, en homme d'action, accepta l'affirmation. Yoda comprit que le sénateur n'avait formulé cette remarque que parce qu'il souhaitait en entendre la confirmation de la bouche d'un Jedi, afin de bien faire comprendre au reste de l'assistance que la situation était en train de tourner à la catastrophe. « Le comte Dooku a dû signer un traité avec eux, » raisonna le chancelier Palpatine. « Nous devons les arrêter avant qu'ils soient prêts, » dit Bail Organa. Jar Jar Binks fit quelques pas en avant et gagna le centre de la pièce. Il tremblait un petit peu, mais parvint au moins à conserver sa langue à l'intérieur de sa bouche. « Excusez-moi, vous ça, honorable chancelier suprême, monsieur, » commença le Gungan. « Peut-être que ça Jedi peuvent arrêter l'armée rebelle ?» « Merci, Jar Jar, » répondit poliment Palpatine avant de se tourner vers Yoda. « Maître Yoda, combien de Jedi sont prêts à partir pour Geonosis ?»« À travers la galaxie, des milliers de Jedi nous avons, » répondit le petit maître. « Pour une mission si spéciale, 200 seulement sont prêts. » « Avec tout le respect que je vous dois à vous et à l'ordre Jedi, cela ne paraît pas suffisant, » dit Bail Organa. « Par la négociation, les Jedi maintiennent la paix, » répondit Yoda. « Commencer une guerre, nous n'en avons pas l'intention. » Son calme sembla pousser le frénétique Ask Aak dans ses derniers retranchements. « Le débat est terminé !» hurla-t-il. « C'est maintenant que nous avons besoin de cette armée !» Yoda ferma les yeux tout doucement, peiné par la vérité qui teintait ses paroles funestes. « Malheureusement, non. Le débat n'est pas terminé, » dit Bail Organa.
Le Sénat n'approuvera jamais l'utilisation de cette armée avant que les séparatistes ne nous attaquent. Et alors, à ce moment-là, il sera beaucoup trop tard. Nous sommes en situation de crise, intervint Massameda. Le Sénat doit voter les pleins pouvoirs d'urgence au chancelier. Lui, alors, pourrait approuver l'armée des clones. Palpatine se balança d'avant en arrière dans son fauteuil, réfléchissant à la question, visiblement très troublé. Mais quel sénateur aurait le courage de proposer un amendement aussi radical? Demanda-t-il d'un ton hésitant. Moi, je le veux bien, annonça Ask-Aak. À ses côtés, Bail Organa secoua la tête en laissant échapper un petit rire désespéré. Ils ne vous écouteront pas, j'en ai bien peur. Pas plus que moi, d'ailleurs, ajouta-t-il prestement lorsque Ask-Aak le foudroya du regard. Nous avons gaspillé beaucoup trop de notre capital politique en débattant de la philosophie des séparatistes et en nous disputant sur les actions à entreprendre. Le Sénat risque de ne pas prendre notre avertissement au sérieux et considérera notre appel comme alarmiste, un point c'est tout. Nous avons besoin d'une voix de la raison, quelqu'un susceptible de faire s'inverser la vapeur, même vu la gravité de la situation. Ah, si seulement la sénatrice Amidala était là, murmura Massameda. Sans hésiter, Jar Jar Binks fit un pas en avant. Vous, ça mucho, chancelier suprême, dit le Gungan, bombant le torse du mieux qu'il pouvait. Vous, ça distingo poto, dit-il respectueusement aux autres. Missa fier de proposer la motion pour donner à Voussa honneur les pouvoirs d'urgence. Palpatine regarda le Gungan qui tremblait avant de se tourner vers Bail Organa. Il parle au nom d'Amidala, dit le sénateur d'Alderaan. D'après les règles en vigueur au sein du Sénat, les paroles de Jar Jar Binks sont les reflets des désirs de la sénatrice Amidala. Palpatine hocha la tête de façon sinistre. Yoda sentit chez l'homme une immense terreur, comme s'il savait qu'il allait devoir affronter le plus grand danger que lui-même et la République aient jamais connu. Tournoyant lentement sur lui-même à l'intérieur du champ de force, entravé par des décharges énergétiques bleutées, Obi-Wan Kenobi, incapable de bouger, vit le comte Dooku pénétrer dans sa cellule. Il affichait une expression témoignant d'une grande sympathie, mais qui n'inspirait aucune confiance à Obi-Wan. L'homme à l'allure majestueuse s'approcha du jeune chevalier. « Traître !» dit Obi-Wan. « Bonjour, mon ami », répondit Dooku. « Il s'agit d'une erreur. D'une lamentable erreur. Ils sont allés trop loin, c'est de la folie. »« Je pensais que vous étiez leur chef, Dooku ?» dit Obi-Wan, conservant sa voix aussi neutre que possible. « Cela n'a rien à voir avec moi, je vous l'assure, » insista l'ancien Jedi, paraissant presque blessé d'avoir été ainsi accusé. « Je vous promets que je vais demander qu'on vous libère dans les plus brefs délais. »« Parfait. J'espère que ça ne prendra pas trop longtemps. J'ai beaucoup à faire. » Obi-Wan perçut une légère faille dans l'expression pleine de remords de Dooku. Une légère pulsation de colère. « Puis-je vous demander ce qu'un chevalier Jedi fait ici, sur Geonosis ?» Après quelques secondes de réflexion, Obi-Wan se dit qu'il n'avait rien à perdre. Il voulait, de toute façon, presser Dooku afin de connaître toute la vérité. « J'ai poursuivi un chasseur de primes appelé Jango Fett. Vous le connaissez ? Je ne crois pas qu'il y ait le moindre chasseur de primes sur cette planète. Les Géonosiens ne leur font pas confiance. » Confiance. Quel joli mot dans la bouche de Dooku, se dit Obi-Wan. « Eh bien, on ne peut pas leur en vouloir, pas vrai ?» répondit Obi-Wan d'un ton désarmant. « Pourtant, il est ici, je vous l'assure. » Le comte marqua une pause, puis hocha la tête, apparemment d'accord avec l'opinion de Kenobi. « Quel dommage que nos chemins ne se soient pas croisés plus tôt, Obi-Wan, » dit-il d'une voix chaleureuse et agréable. « Qui-Gon m'a toujours dit le plus grand bien de vous. J'aimerais tant qu'il soit toujours vivant. J'aurais bien besoin de son aide en cet instant précis. Qui-Gon Jinn ne se serait jamais associé avec vous. »« N'en soyez pas si sûr, mon jeune Jedi, » répondit immédiatement le comte Dooku, affichant un sourire déroutant, calme et confiant. « Vous semblez oublier que Qui-Gon fut mon apprenti, tout comme par la suite, vous avez été le sien.
Et vous pensez que cette loyauté l'aurait emporté sur celle qui est due au Conseil Jedi et à la République? Il était au courant de toutes les corruptions qui minent le Sénat, reprit Dooku sans se formaliser. Tout le monde est au courant, d'ailleurs. Yoda, Mace Windu. Mais Qui-Gon ne se serait jamais contenté de ce statu quo, de toute cette corruption, s'il avait découvert la vérité que moi seul connais. Il marqua une pause théâtrale, dramatique, ménagée pour laisser à Obi-Wan le loisir de réagir. Ce qu'il fit. Quelle vérité? La seule vérité, dit Dooku très sûr de lui. Et si je vous disais que la République est à présent sous le contrôle d'un seigneur noir des Sith? Cette éventualité choqua Obi-Wan plus que l'un des arcs électriques qui le retenaient prisonnier. Non, ce n'est pas possible. Son esprit s'emballa, cherchant à nier ce qu'il venait d'entendre. Lui seul, parmi les Jedi encore vivants, avait affronté un seigneur Sith. Et cet affrontement avait coûté la vie à Qui-Gon, son bien-aimé maître. Les Jedi seraient au courant. Le côté obscur de la Force a brouillé leur vision, mon ami, expliqua calmement Dooku. Des centaines de sénateurs sont à présent sous l'influence d'un seigneur Sith, appelé Dark Sidious. Je ne vous crois pas, rétorqua sèchement Obi-Wan, souhaitant s'opposer fermement à ce que son interlocuteur venait de lui présenter comme une pure vérité. Le vice-roi de la Fédération du Commerce s'est jadis allié à Dark Sidious, expliqua Dooku. Étant donné ce qui s'était produit une décennie auparavant, cette affirmation semblait des plus crédibles. Mais le Seigneur Noir l'a trahi, voilà 10 ans de cela. Il est venu implorer mon aide. Il m'a tout raconté, et le Conseil Jedi ne l'a jamais cru. J'ai essayé de les avertir de nombreuses fois, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Quand ils auront perçu la présence du Seigneur Noir et qu'ils auront compris leur erreur, il sera trop tard. Vous devez vous joindre à moi, Obi-Wan. Ensemble, nous pouvons détruire ce site. Tout cela semblait si logique, si raisonnable, si en phase avec la légende de Dooku qu'Obi-Wan connaissait. Mais sous ces mots et ces paroles sensées se terrait un sentiment qui défiait toute logique. Je ne me joindrai jamais à vous, Dooku. L'homme majestueux et cultivé poussa un long soupir de déception, puis tourna les talons. En ce cas, il me semble difficile d'obtenir votre libération, lança-t-il à Obi-Wan avant de quitter la salle. S'approchant de Geonosis, Anakin employa la même technique qu'Obi-Wan, utilisant la ceinture d'astéroïdes qui entourait la planète pour cacher le vaisseau stellaire Naboo aux yeux de la flotte de la Fédération du Commerce toute proche. Tout comme son mentor, le Padawan remarqua les mouvements, aussi curieux que menaçants, de cette flotte qu'il ne s'attendait pas à trouver ici. Après avoir franchi les limites de l'atmosphère, Anakin vola à basse altitude, rasant la surface de la planète, allant et venant entre les formations rocheuses et les vallées, contournant les falaises. Padmé se tenait juste à côté de lui, sur le pont, et observait le paysage à la recherche d'un point de repère quelconque. « Tu vois ces colonnes de vapeur, là, droit devant ?» demanda-t-elle en joignant le geste à la parole. « On dirait qu'elles proviennent de sortes de cheminées d'évacuation. »« Ça ira très bien, » acquiesça Anakin. Il fit pivoter le vaisseau et mit le cap sur les volutes de fumée blanche. Il amena l'appareil en plein milieu d'une des colonnes et le fit descendre tout doucement par le conduit de la cheminée. Lorsqu'ils furent enfin posés, Padmé et Anakin se préparèrent à débarquer. « Écoute, quoi que ce soit qui se passe ici, fais ce que je te dis, » lui déclara Padmé. « Je n'ai vraiment pas l'intention de leur déclarer la guerre. En tant que membre du Sénat, peut-être pourrais-je trouver une solution diplomatique à tout ce bazar. » Les mots résonnèrent de façon douloureuse dans la tête d'Anakin, qui avait récemment eu recours à un tout autre genre de diplomatie à base de sabres laser. « Tu me fais confiance ?» demanda Padmé, reconnaissant la sensation de douleur que venait d'éprouver Anakin. « Ne te fais pas de soucis, » dit-il en se contraignant à sourire. « J'ai abandonné tout espoir de discuter avec toi. » Ils se dirigèrent vers la rampe de débarquement et, derrière eux, R2 poussa un petit gémissement plaintif. « Restez à bord du vaisseau, » ordonna Padmé aux 2 droïdes. Puis, elle et Anakin s'engouffrèrent dans le complexe souterrain.
Ils découvrirent immédiatement qu'ils venaient de pénétrer dans une gigantesque usine de fabrication de droïdes. Peu de temps après leur départ, R2 déploya sa troisième jambe, quitta sa plateforme d'amarrage et se dirigea immédiatement vers la sortie du vaisseau. Mon pauvre petit ami, s'ils avaient eu réellement besoin de ton aide, ils te l'auraient demandé, lui lança C3PO. Tu as encore beaucoup à apprendre des humains. R2 lui répondit par une série de cliquetis et continua d'avancer. Pour une mécanique, je trouve que tu réfléchis un peu trop, le contrat C3PO. Moi, au moins, je suis programmé pour comprendre les humains. La réponse de R2 lui parvint sous forme de brusques cliquetis très brefs. Ce que ça veut dire, rétorqua C3PO. Ça veut dire que c'est moi qui commande ici. R2 ne prit même pas la peine de discuter. Il roula jusqu'à la rampe et sortit du vaisseau. Attends, cria C3PO. Mais où vas-tu? Es-tu donc dépourvu de toute logique? Le sifflement qu'il obtint en guise de réponse lui parut bien dissonant. Quelle impolitesse! R2 prit de la vitesse et s'éloigna. S'il te plaît, attends-moi! Cria C3PO. Est-ce que tu sais au moins où tu vas? Pas de réponse. Pour rien au monde, C3PO ne voulait rester seul. Il força donc l'allure pour rattraper R2 et se mit dans son sillage en bougonnant nerveusement. Anakin et Padmé se glissèrent silencieusement dans les vastes corridors à colonnades de la ville-usine. Le bruit de leurs pas était couvert par les bourdonnements et les claquements sonores des nombreuses machines installées dans les immenses hangars qu'ils croisaient. L'endroit semblait désert, beaucoup trop au goût d'Anakin. « Où sont-ils tous ?» murmura Padmé, verbalisant inconsciemment les pensées du jeune homme. Anakin leva une main pour lui signaler de se taire. Il pencha la tête de côté et écouta, percevant quelque chose. « Attends, dit-il. Anakin leva la main un peu plus haut. Il continua son inspection, pas avec ses oreilles, mais par le truchement de sa sensibilité à la force. Il y avait quelque chose. Ici. Tout près. Son instinct lui commanda de lever les yeux vers le plafond. Stupéfait et horrifié, il lui sembla que les poutrelles se mettaient à bouger, comme animées d'une vie propre. « Anakin !» cria Padmé. Elle vit, elle aussi, des silhouettes ailées se détacher des colonnes et fondre sur eux. Les créatures étaient grandes et sveltes, pas vraiment maigres, plutôt dotées de muscles noueux. Elles étaient couvertes d'une peau à la teinte orangée et pourvues d'ailes parcheminées. Le sabre laser d'Anakin s'alluma brusquement. Le jeune homme pivota sur lui-même, par instinct et par réflexe, puis abattit son arme, tranchant dans le mouvement l'aile de la créature qui était en train de foncer sur lui. La chose le frôla et alla rebondir sur le sol. Une autre créature, puis une autre, se précipitèrent furieusement vers le Padawan. Anakin donna un coup de sabre sur la droite, dégagea sa lame de la chair fumante de son adversaire, puis la fit tournoyer au-dessus de sa tête et frappa vers la gauche. Deux autres créatures tombèrent à terre. « Cours !» cria-t-il à Padmé. Mais elle s'était déjà mise en route, avançant dans le corridor pour rejoindre une porte à quelque distance de là. Fouettant de son sabre pour tenir en respect les créatures déterminées, Anakin se mit à courir à son tour. Il passa précipitamment la porte derrière Padmé et manqua de basculer dans le vide à l'extrémité d'une petite passerelle qui donnait sur une profonde crevasse. « Faisons demi-tour !» hurla Padmé. Mais au moment où il s'apprêtait à faire volte-face, la porte se referma brutalement derrière eux, les prenant au piège sur leur perchoir précaire. D'autres créatures ailées apparurent au-dessus d'eux, et pire encore, la petite passerelle commença à s'escamoter dans le mur. Padmé n'hésita pas un seul instant. Elle sauta vers le point de réception le plus proche, un tapis roulant qui se trouvait juste en contrebas. « Padmé !» cria Anakin désespéré. Il sauta à sa suite et retomba juste derrière elle sur la bande de roulement. Les géonosiens volants foncèrent alors sur lui, battant de leurs ailes, frôlant son visage. Il leva son sabre laser et entreprit méthodiquement de les maintenir à distance. « Dieu du ciel !» dit C3PO, tournant en tous sens pour scruter l'immense usine. R2 et lui se tenaient à présent sur une haute corniche qui dominait la vaste salle.
Des machines en train de créer d'autres machines. Quelle perversion! R2 lui répondit par un sifflement catégorique. Du calme, lui dit C3PO. De quoi parles-tu? Je ne te bloque pas le passage. R2 ne prit pas la peine de discuter. Il roula vers son compagnon et le fit basculer par-dessus la corniche. C3PO, hurlant, heurta un droïde volant de surveillance de la chaîne de montage et retomba sur un tapis roulant. R2 sauta à son tour de son plein gré et utilisa ses petits réacteurs pour franchir le vide et rejoindre une console située à quelque distance de là. « Maudit sois-tu, R2 !» cria C3PO, essayant tant bien que mal de se redresser. « Tu aurais pu m'avertir ou bien me faire part de tes plans. » Tout en parlant, il parvint à se remettre sur ses pieds et se releva juste devant la lame d'une scie horizontale. Il eut à peine le temps de pousser un petit cri. La scie détacha sa tête de ses épaules. Son corps tituba sur le tapis roulant et sa tête alla rebondir sur le ruban d'une autre chaîne où étaient alignées d'autres têtes, des têtes de droïdes de combat. Après un passage sous un poste de soudure, la tête de C3PO se retrouva greffée au corps d'un droïde de combat. « Quelle horreur !» s'exclama-t-il. « Pourquoi quelqu'un voudrait-il construire des droïdes aussi repoussants ?» Il regarda sur le côté et vit son corps, toujours debout, avancer sur la chaîne de montage au milieu d'une ligne d'autres corps. Bientôt, une tête de droïde de combat y fut soudée. « Je n'y comprends plus rien !» gémit C3PO. Dans les hauteurs de l'usine, R2D2 ne s'intéressait plus vraiment à son compagnon mécanique. Il venait de repérer Padmé, sa maîtresse, et s'était immédiatement lancé à sa poursuite. Padmé brassa l'air de ses bras, se rétablit d'une roulade sur le tapis, se releva à la hâte, puis se pencha vivement en arrière. Elle recula de plusieurs pas avant de piquer un sprint afin de se faufiler sous d'énormes presses hydrauliques dont les embouts d'acier étaient destinés au découpage précis de pièces détachées d'un droïde d'artillerie à gros calibre. Elle plongea précipitamment sous l'une des presses avant qu'elle ne l'écrase, puis bondit en arrière pour éviter la suivante, sautant frénétiquement sur place, attendant l'instant précis où la puissante tête d'acier se soulèverait sur son axe de guidage. C'est alors qu'un géonosien ailé fondit sur elle, lui saisit les épaules et la déséquilibra. Elle consacra une partie de son attention à se libérer momentanément de son étreinte, puis, espérant avoir bien calculé, elle plongea en avant et rampa rapidement pour ressortir de l'autre côté de la presse de métal, juste avant qu'elle ne s'abatte sur le crâne du géonosien, le réduisant en bouillie. Padmé n'y prêta pas attention. Elle se retrouva face à une autre presse. Elle parvint à rouler dessous, mais au moment où elle se relevait, une autre créature volante se dressa devant elle pour l'envelopper de ses ailes parcheminées et la saisir dans ses bras puissants. Padmé résista vaillamment, mais la créature était trop forte. Cette dernière fit un bond de côté et prit son envol au-dessus du tapis roulant, lâchant alors brutalement sa proie. Padmé retomba lourdement au fond d'un grand creuset. Elle se remit bien vite sur ses pieds et essaya de s'extirper du récipient, mais celui-ci était profond, dépourvu de prise, et la jeune femme n'arriva pas à se hisser au dehors. Anakin, se battant toujours contre un essaim de géonosiens, dansant d'un pied sur l'autre pour échapper aux coups des marteaux-pilons de la chaîne d'assemblage, parvint à deviner ce qui était arrivé à sa compagne. « Padmé !» cria-t-il, évitant de justesse une autre presse mortelle et réalisant qu'un désastre était sur le point de se produire. Impossible de la rejoindre dans les temps, comprit-il. Le creuset avançait déjà à grande vitesse vers le déversoir d'un haut fourneau où bouillait du métal en fusion. « Padmé !» Mais il dut reporter son attention sur le combat. Il frappa de côté, éliminant une autre créature ailée, tout en regardant sa chair et tendre avancer vers une mort certaine. Il lutta de plus belle, repoussa les créatures, tentant désespérément de rejoindre Padmé, de l'appeler. Il sauta et retomba au beau milieu d'une autre chaîne de montage, envoyant voler des pièces détachées de droïdes en tous sens. Puis il bondit sur un autre tapis roulant et traversa l'usine en direction du creuset. Padmé, toujours emprisonnée, cherchait désespérément un moyen d'échapper à la douche mortelle de métal brûlant. Anakin songea qu'il pourrait peut-être atteindre la jeune femme en se propulsant au moyen de la force. Mais avant qu'il ait pu passer à l'action, une machine tout près de lui déploya un étau qui lui emprisonna le bras afin de le mettre en position devant un appareil de découpage préprogrammé.
Anakin leva les 2 pieds et frappa violemment une autre créature ailée qui l'avait suivi. Le géonosien fit un vol plané. Le jeune homme tenta d'échapper à l'emprise de la machine. Il parvint à se détourner juste à temps pour éviter la lame tranchante. Horrifié, il constata que la machine venait de couper son sabre laser en 2. « Padmé !» hurla-t-il à nouveau. À l'autre bout de la chaîne, R2D2 venait de se poser près du creuset où était retenue la jeune femme. Il se mit dans l'instant à la tâche, déployant son bras d'interface informatique pour le ficher dans la prise de connexion de l'ordinateur du tapis roulant. Il fit défiler les fichiers à l'écran. Imperturbable, R2 continua son travail, essayant de ne pas se laisser retarder par la pensée perturbante que la jeune femme était sur le point d'être noyée dans une gangue de métal en fusion. Il parvint enfin à stopper le défilement de la chaîne et le creuset s'arrêta à moins d'1 mètre du déversoir du haut fourneau. Padmé eut à peine le temps de souffler. Un groupe de créatures ailées fondit du plafond et les géonosiens s'emparèrent d'elle entre leurs bras musclés. Anakin donna plusieurs coups de pied aux créatures qui l'attaquaient, tout en essayant de se dégager de la machine qui lui enserrait toujours le bras. Stupéfait, il vit alors un peloton de redoutables droïdécas rouler vers lui et se déployer en position de combat. C'est alors qu'un homme équipé d'un réacteur dorsal se posa juste devant lui. « Ne bouge pas, Jedi », ordonna l'homme en pointant son blaster sur le padawan. La sénatrice Amidala se tenait à un bout de la longue table de conférence. Anakin attendait juste derrière elle, prêt à intervenir. À l'autre extrémité était assis le comte Dooku. Jango Fett se tenait debout juste derrière lui. La rencontre n'avait cependant rien d'équilibré. Jango Fett était armé, Anakin ne l'était pas, et la pièce était ceinturée de gardes géonosiens. « Vous retenez en otage un chevalier Jedi du nom d'Obi-Wan Kenobi », dit calmement Padmé, utilisant le ton qui lui avait permis si souvent de mener à bien ses nombreuses négociations sénatoriales. « Je vous demande formellement de le libérer immédiatement et de me le livrer. » « Il a été accusé d'espionnage, sénatrice, et sera exécuté. Dans quelques heures, d'ailleurs. »« Il est officier de la République, » dit-elle, haussant un peu la voix. « Vous ne pouvez pas faire une chose pareille. »« Cette planète est en dehors de la juridiction de la République, » dit Dooku. « Cependant, si Naboo souhaite rejoindre notre alliance, je me ferai un plaisir d'écouter votre requête en grâce. Et si je refuse de rejoindre votre rébellion, je suppose que le Jedi qui m'accompagne sera lui aussi mis à mort. Je ne souhaite pas obtenir votre soutien à notre cause contre votre gré, sénatrice. Mais vous êtes une représentante rationnelle et honnête de votre peuple. Je suppose que vous comptez agir dans son plus grand intérêt. Les Naboo ne sont-ils pas écœurés par la corruption, les bureaucrates et l'hypocrisie qui nimbent tout ceci? Et vous-même? Soyez franche, sénatrice. » Ces mots la pétrifièrent, car elle savait pertinemment qu'ils étaient teintés de vérité. Suffisamment pour donner à Dooku un semblant de crédibilité. Une manœuvre qui avait permis au comte de rallier tant de systèmes à sa cause. Bien évidemment, la réalité qui l'entourait à présent était tout aussi choquante. Elle savait qu'il avait raison, que ses idéaux avaient de l'importance, mais comment cette impression pouvait-elle peser dans la balance, sachant que la nier conduirait certainement à son exécution? Pire, comment ces précieux idéaux pouvaient-ils aider Anakin dans la mesure où il allait mourir en les défendant? Elle comprit juste à cet instant combien elle aimait le padawan. Mais elle comprit également qu'elle ne pouvait pas simplement renier ce pourquoi elle s'était battue toute son existence, même si la vie du jeune homme et la sienne en dépendaient. Les idéaux sont toujours debout, comte, même lorsque s'effondrent les institutions. Vos idéaux sont les mêmes que les nôtres, répondit immédiatement Dooku, saisissant l'opportunité évidente. Ces mêmes idéaux que nous défendons farouchement dans l'espoir de les mettre en pratique. Si ce que vous dites est vrai, alors vous devriez rester au sein de la République pour aider le chancelier Palpatine à remettre les choses en ordre. Le chancelier est bien gentil, madame, mais il est incompétent, dit Dooku. Il a promis de lutter contre la bureaucratie, mais les bureaucrates sont plus forts que jamais. Non, on ne peut plus rien changer pour la République, madame. Il est temps de tout reprendre à zéro. Le processus démocratique est une pantalonnade, un jeu en défaveur des votants.
L'heure a sonné pour ce culte de la cupidité que vous appelez la République, de perdre ses plus infimes onces de démocratie et de liberté. Padmé serra la mâchoire en entendant l'assaut verbal, se rappelant que l'homme exagérait, qu'il se mettait lui-même en scène afin de se rendre plus crédible. Tout ce qu'elle avait à faire pour percer ses mensonges à jour, pour dévoiler les crocs acérés dissimulés derrière son sourire de serpent, c'était de se souvenir que le comte avait emprisonné Obi-Wan et s'apprêtait à le mettre à mort. La République se serait-elle permis de capturer quelqu'un pour le mettre ainsi à mort impunément? L'aurait-elle fait? Je ne vous crois pas, dit-elle recouvrant toute sa détermination. Je connais vos accords avec la Fédération du commerce, la Guilde du commerce et tous les autres comtes. Ce qui est en train de se passer ici n'a rien à voir avec un gouvernement racheté par le monde des affaires. C'est le monde des affaires sur le point de se transformer en gouvernement. Je ne vais pas tourner le dos à tout ce que j'honore, à tout ce pourquoi j'ai travaillé pour trahir la République. Alors vous trahirez vos amis Jedi. Sans votre coopération, je ne peux rien faire pour arrêter leur exécution. Et dans cette déclaration repose la vérité même de ces améliorations politiques que vous proposez, dit-elle sèchement. Ses paroles étaient fermes dans le tourbillon et l'agonie qui étaient en train de s'attaquer à son cœur et à son âme. Dans le silence qui suivit, le regard de Dooku passa de celui d'un aimable dignitaire à celui d'un ennemi redoutable. Cela ne dura qu'un instant, et le comte Dooku retrouva son calme et son port majestueux. « Et moi alors ?» reprit Padmé. « Est-ce qu'on va m'exécuter aussi ?»« Je ne permettrai pas une telle offense, » dit Dooku. « Mais je connais certains individus qui souhaitent grandement votre disparition, madame. Cela n'a rien à voir avec la politique, j'en ai bien peur. C'est simplement personnel. Et ces individus ont déjà dépensé de fortes sommes pour tenter de vous faire assassiner. Je suis persuadé qu'ils feront tout leur possible pour ajouter votre nom à la liste des suppliciés. Je suis vraiment navré, mais si vous refusez de coopérer, je me verrai forcé de vous remettre aux mains de la justice géonosienne. Si vous ne coopérez pas, j'aurai fait tout ce qu'il était possible de faire pour vous. » Justice, répéta Padmé d'un ton incrédule, secouant la tête en affichant un sourire qui en disait long. Le silence retomba. Dooku attendit encore quelques instants, puis se tourna pour faire un signe à Jango Fett. « Emmenez-les » ordonna le chasseur de primes. À son grand désarroi, C-3PO découvrit la signification de ce que le géonosien avait voulu dire en criant « dans les rangs ». Il se trouvait au milieu d'un bataillon de droïdes de combat à l'entraînement. Une formation rectangulaire de 12 lignes de 20 soldats, subissant les tests ultimes de programmation avant d'être conduite aux passerelles d'embarquement des vaisseaux de guerre de la Fédération du commerce. Lorsque l'instructeur géonosien cria « à gauche toutes », le droïde de protocole, si troublé et si peu accoutumé à son nouveau corps, pivota, lui, vers la droite. Quand le géonosien donna l'ordre de marcher au pas, le droïde de combat qui lui faisait face le poussa, suivant le commandement à la lettre, sans laisser de place à l'improvisation, obligeant le pauvre C-3PO à marcher à reculons. « Oh, arrêtez, je vous en prie !» l'implora C-3PO. « Vous êtes en train de m'érafler. Je vous en supplie, arrêtez-vous !» Aucune réponse ne lui parvint car les droïdes avaient été programmés pour obéir uniquement au sergent instructeur. « Assez !» cria de nouveau C-3PO, de peur d'être renversé et piétiné par le droïde de combat et les 4 autres qui marchaient derrière lui. Les capteurs du droïde de protocole reliés à son nouveau torse lui démontrèrent qu'il y avait une solution à son problème. Sans même comprendre ce qu'il était en train de faire, C-3PO ouvrit le feu avec le laser de son bras gauche, tirant à bout portant dans la poitrine de l'autre droïde. Celui-ci vola en éclats. « Seigneur !» s'exclama C-3PO. « Halte !» ordonna l'instructeur. Tous les droïdes se figèrent, sauf bien entendu C-3PO qui gigotait sur place, faisant pivoter son torse de gauche à droite, cherchant désespérément quelque chose à faire. « Ramenez 4.7 à la programmation !» entendit-il crier l'instructeur. Lorsqu'il évalua sa position dans les rangs, il comprit que le géonosien parlait de lui. « Non, attendez, c'est une erreur !» cria-t-il lorsqu'une paire de robustes droïdes de maintenance roulèrent jusqu'à lui pour le saisir entre leurs pinces étaux.
Attendez, c'est une lamentable erreur. Je suis programmé pour parler plus de 3 millions de langues, pas pour marcher au pas.